Bonjour. Si vous souffrez d'anxiété, d'attaque, de panique, si vous souffrez de crise alcoolique, d'addiction à n'importe quel autre produit, d'addiction à l'héroïne, d'addiction aux drogues les plus courantes, même d'addiction au tabac d'une certaine manière, je vais vous donner un bon conseil, un rapide conseil. N'allez jamais chez un psychiatre. Non content de s'improviser déjà médecin et nutritionniste, Thierry Casasnovas joue également au neurologue et au psychiatre en traitant des troubles dépressifs et schizophréniques. Ses promesses sont alléchantes. Sortir de la dépression en 3 jours, pour en finir avec la psychiatrie, l'origine de tous ces troubles. Avant de passer en revue ses recommandations et leurs conséquences alarmantes, voyons déjà comment il explique l'origine de ces troubles. Tu te retrouves en dépression malgré les jus de légumes, les jus de fruits, de temps en temps un petit bout de viande, très mauvais sommeil, frilosité excessive. Tout ça, ça parle que d'une seule chose. Ça parle d'une acidose extrêmement marquée au niveau du corps avec une faiblesse surrénalienne corrélée. D'ailleurs, les deux ne sont pas étonnants. Burn-out puis dépression. Burn-out, c'est glande surrénale, plus d'énergie dans les batteries. Dépression, c'est corrélé. Ça vient avec. Pourquoi? Simplement parce que quand il n'y a plus d'énergie, dépression, on lâche la pression, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. La machine, les piles sont finies. Des troubles comportementaux, troubles dits psychiques, que j'appelle en grande partie troubles digestifs. C'est-à-dire autant de gens qui ont des troubles digestifs. Alors, la première des choses que je vais vous apporter là-dedans, étudier des personnes qui ont eu, que ce soit votre cas, que ce soit un proche, que ce soit dans l'absolu, des gens qui développaient de l'autisme. Il y a très souvent eu une antibiothérapie lourde juste avant, des troubles digestifs juste avant. Interroger des gens qui ont eu des épisodes dépressifs, problèmes digestifs juste avant. Interroger des gens qui ont des troubles du comportement, bipolarité, troubles digestifs. Toujours, on retrouve à la base troubles digestifs. C'est pas pour rien, c'est parce que l'essentiel des maladies dites psychiques ne sont en fait que des maladies digestives. L'idée selon laquelle finalement tous nos démons intérieurs logent dans les intestins, l'idée que finalement les démons on les représente traditionnellement dans des endroits plutôt nauséabonds. C'est clairement, c'est putride, c'est fermenté, c'est noir, c'est des égouts. Et à quoi ressemblent nos intestins? Ils ressemblent à ça. Donc c'est pas pour rien, On a des clés là, c'est symbolique, c'est allégorique, mais c'est pas pour rien, ça a du sens. C'est dans ces tuyaux sombres, putrides, c'est dans ces égouts qui ne devraient pas en être, que stagnent la plupart de nos démons, que se trouve la source de la plupart de nos démons et d'auto-intoxication. Dans mon entourage, j'ai une amie qui a 30 ans et qui est entrée en dépression car elle n'arrive pas à avoir d'enfant. Moi, je prendrais le truc à l'envers. Elle n'arrive pas à avoir d'enfant car elle est en dépression. Et pourquoi est-ce qu'elle est en dépression? Parce qu'elle est épuisée, parce qu'elle a son système endocrinien épuisé. On pense qu'on tombe en dépression juste comme ça. Regarde, on peut être triste une journée, mais tomber en dépression, ça n'a strictement rien à voir. Dépression, pourquoi? Ça le dit tout simplement, c'est absence de pression. C'est la pression qui a chuté. Étymologiquement parlant, et ça dit bien ce que ça dit. Et pourquoi qu'est-ce qui régule la pression? C'est les glandes surrénales. Dépression, pourquoi? Parce que les glandes surrénales sont dans les choux. Donc dépression égale glande surrénale dans les choux. Ok, c'est constipé. Les aliments qui restent dans ton tube digestif, qu'est-ce qui se passe? Ils fermentent, ils produisent des gaz. T'as pas des flatulences? Je le sais, t'as des flatulences. Comme la plupart des gens, mais tu as des flatulences. Parce que ça fermente. Elles viennent d'où ces flatulences? Ça fermente. Mais si ça fermente, ça produit des gaz et ça produit de l'alcool. Alors je ne sais pas si tu sais, mais pour qu'une fibre nerveuse fonctionne bien, pour que ça connecte bien, à peu près il faut une impulsion tous les 75 microsecondes. Quand tu as de l'alcool qui passe en permanence dans l'organisme, alors des petites quantités, tu n'es pas en état d'ébriété permanente, mais des toutes petites quantités, ça suffit à ralentir la circulation d'un flux nerveux. Et de ce fait, tu es tout ralenti. Alors, on te parle d'hyperthyroïdisme, de syndrome de fatigue chronique, de fibromyalgie pour expliquer la dépression. C'est juste l'épuisement. L'épuisement et l'inadéquation de notre alimentation. Le passage au travers de notre barrière intestinale de protéines non digérées qui vont réduire l'apport de sang au niveau du cerveau. Mais au final, quelles que soient les causes, on va te parler d'allergie au blé, d'allergie à tel aliment, d'allergie à tel aliment. La cause des causes, c'est le défaut d'apport de sang
au cerveau. Ta dépression, c'est rien d'autre. C'est juste que tu n'es pas alimenté de manière adéquate. La dépression, c'est rien de psychologique, hein, c'est rien de ça. C'est juste purement physiologique et entérique. Entérique, ça veut dire propre aux intestins. On vit dans un monde qui est de plus en plus toxique, qui est généralement hyper toxique et qui chaque année devient de plus en plus toxique au niveau électromagnétique, au niveau pollution chimique, pollution de l'air, pollution de l'eau. Et c'est pas être anxiogène que de dire ça, c'est de le voir. On vit dans un monde qui est de plus en plus toxique et les organismes, ils souffrent de plus en plus. Et la fatigue chronique, qu'est-ce que c'est? C'est la résultante de multiples agressions sur un organisme qui a un nombre limité de réponses et au bout d'un moment, il s'épuise à répondre à ces sollicitations. C'est le symptôme réellement d'une multitude d'agressions qui ne peut plus être compensée par le corps et dont le système nerveux est complètement épuisé. Le système nerveux qui est d'ailleurs directement ciblé par les rayonnements électromagnétiques que nous subissons de plus en plus avec la 3G, la 4G, la 5G, la 6G et puis le Wi-Fi et le WiMAX et je ne sais trop quoi encore. La dépression, cliniquement parlant, ce n'est qu'un défaut d'apport de sang au lobe frontal. C'est-à-dire que la plupart de ces troubles de fonctionnement de l'appareil cognitif sont liés simplement à un défaut de vascularisation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez d'oxygène, il n'y a pas assez de matériaux nutritifs qui arrivent au niveau du cerveau, donc de fait, il ne fonctionne pas de manière adéquate. Bien évidemment, tout ceci est totalement faux. Mais le plus fou, c'est qu'il arrive quand même à se tromper à l'intérieur de son mensonge. La vascularisation, c'est le fait qu'un organe soit entouré par des vaisseaux sanguins. Un défaut de vascularisation du cerveau signifierait qu'il y aurait des artères, des veines ou des capillaires en moins. Mais lui cherche à dire qu'il y aurait moins de sang qui arrive au cerveau. Il devrait donc employer le mot ischémie. Encore une fois, il emploie des termes scientifiques dont il ne comprend absolument pas le sens. De par la disposition de la tête, tout en haut, je vous avais dit que souvent c'est l'un des organes qui souffre le plus d'un défaut de vascularisation, d'un défaut d'apport de sang dans les zones périphériques. Il faut lutter contre la gravité, donc c'est la zone qui en souffre là en premier lieu. Les raisons, elles sont multiples. La première, évidente, c'est l'épuisement du système nerveux sympathique. La deuxième raison, qui peut se surajouter à la faiblesse du système nerveux, c'est des polluants alimentaires, comme le gluten par exemple. On sait très bien que dans l'heure et demie qui suit la consommation de gluten, il y a un défaut de vascularisation du lobe frontal. Donc il y a moins de sang qui arrive au niveau du cerveau. Comme il y a moins de sang qui arrive au niveau du cerveau, la fonction cognitive, elle est ralentie. Et la personne tombe dans un effet de dépression. D'ailleurs, si on s'en était tenu au nom dépression, si on n'était pas allé chercher plus loin, dépression égale absence de pression. En aucun cas, quand on parle de dépression, on te parle de blessure de l'enfance, de karma ou je ne sais pas quoi. On te dit dépression, manque de pression. Et qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là? Tu remontes la pression. Tout ce que l'on dénote de maladies psychiatriques ou psychiques ne relève que d'une seule chose, des parasitoses, des intoxications avec des produits qu'on appelle des neurotoxines, que ces neurotoxines viennent de notre mode de vie et de notre environnement ou qu'elles viennent d'organismes parasites à l'intérieur du corps. Alors j'ai voulu faire cette vidéo pour synthétiser un petit peu tout mon regard, inspiré de tous les plus grands chercheurs en neurosciences actuelles et en parasitologie, pour synthétiser mon regard sur ce que c'est que la maladie mentale, la dépression, la schizophrénie, la bipolarité. En tant que spécialiste, que pensez-vous de la tendance actuelle à psychiatriser tout comportement dit anormal? Je pense surtout que c'est un petit peu rater la cible. Quand on parle de dépression, j'aime bien revenir à la racine du mot qui nous dit tout. Dépression, ça veut dire manque de pression. D'un point de vue clinique, la dépression, c'est un défaut d'irrigation sanguine au niveau du cerveau. Le cerveau ne reçoit pas assez de sang, le lobe frontal en particulier. Comme nous venons de le voir, les explications du spécialiste varient au gré des saisons. Mais le pire, c'est qu'on pourrait trouver l'origine de toutes ces affirmations, car il part souvent d'études. Mais encore une fois, il leur fait dire tout et n'importe quoi en reprenant 2 mots de l'abstract et en tirant des conclusions totalement fausses à partir de ça. Mais cette certitude d'avoir tout compris le conduit inévitablement à proposer son propre protocole pour soigner ses troubles. Et là encore, la multiplication des remèdes devrait nous alerter sur le sérieux de ces recommandations. Question de Fabien. Ma maman, 60 ans, fait des crises de spasmophilie depuis toujours. Sensibilité émotionnelle, dépressive depuis toujours également. Attention, le compteur tourne. Elle ne peut pas extérioriser tout le mal.
acidose, mais avant tout, faiblesse surrénalienne, plus. Tu me fais rentrer des jus, notamment, des jus en quantité. Hein. On va dire que son anniversaire, c'est la semaine prochaine, et tu lui trouves un juiceur, tu lui trouves un extracteur de jus, et tu lui proposes des jus, tu lui apportes des jus, tu lui apportes ça doucement. Tu lui offres le livre de Norman Walker, La santé, votre santé par les jus de légumes, fruits et frais aussi. Ça, vraiment, c'est apte à convaincre du monde. Et vraiment, ce livre est fabuleux. En français, il est excellent. On le trouve. Je l'ai trouvé encore récemment. Donc, vous pouvez le trouver. Moi, ce que je te conseille, si ta mère est prompte à ça, ben écoute, là, c'est une belle expérience à mener. On peut même se mettre en contact directement. Mais lui faire progressivement changer ses habitudes alimentaires, très doucement, pour ne pas la perturber trop non plus, parce que j'imagine qu'au niveau psychique, elle doit être facilement déstabilisée. Donc y aller doucement, mais il y a quelque chose à faire. À 66 ans, surtout si tu me dis qu'elle ne porte pas les médecins dans son cœur et qu'elle aime bien la bonne nourriture, on peut lui faire un programme de détoxination progressive, pas très violent, et je pense qu'on pourrait voir vraiment des merveilles. Et qu'elle-même, hein, si elle arrive à quitter cette camisole, je pense que ça pourrait l'intéresser. Ma déprime est légère, elle se manifeste surtout le matin et se traduit par la tristesse et la mélancolie. J'en souffre depuis des années. Est-ce que cerveau et système nerveux est le produit qui conviendrait le mieux à mon cas? Non. Dans ton cas, millepertuis. Mais millepertuis, tu sais, c'est toujours la même chose. Je ne vais pas faire de prescription ici, mais les dosages autorisés en France sont ridicules. C'est-à-dire, avec les dosages actuels, on ne peut pas avoir d'efficacité du millepertuis. C'est aussi simple que ça. Allez chercher sur le net des vraies doses, des vrais dosages en millepertuis si vous voulez voir une réelle efficacité. Donc là, c'est à vous d'aller voir ça. Je vous conseille même de ne pas aller les voir en français, parce qu'en France, on vous dissimulera les dosages réellement actifs. Il faut aller voir ça plutôt en anglais. Je suis de Montréal au Québec. Bonjour à tous les Québécois. D'ailleurs, je sais qu'il y a beaucoup de Québécois qui regardent ces vidéos. J'ai même été surpris d'apprendre qu'il y a des plantes qui sont pas tout à fait autorisées au Canada, et que donc les personnes ont été amenées depuis le Canada à commander des plantes chez ABC de la Nature et se sont fait livrer. Visiblement, ça s'est bien passé. Je suis content. Il y a des plantes qui peuvent vraiment vous aider aussi pendant la crise de sevrage. Ce sont les plantes calmantes qu'on connaît généralement, la valériane, la passiflore, à quoi je pourrais penser, l'ashwagandha par exemple, Vitania somnifera, le houblon. Hein. Après, il y a des plantes un peu plus limites psychotropes, hein, comme l'écorce de mulungu, M-U-L-U-N-G-U. Vous trouverez difficilement en France, mais sur le net, vous devez pouvoir trouver ça en Europe. Hein. Le kratom aussi, hein, qui est une plante qui est classée parmi les psychotropes, mais qui n'est pas de conduite addictive et qui, quelque part, permet de décélérer par palier, de ne pas tirer le frein à main trop violemment. Et puis, ils vont pas pouvoir soutenir le cœur, toujours pareil, avec de l'aubépine, avec de l'ail en plante médicinale, soutenir le foie avec du chardon-marie, avec de la bardane par exemple, ça vous trouverez très facilement sur le net, soutenir les reins avec du pissenlit, de la racine de bardane aussi, du persil, le persil, que ce soit en jus, que ce soit en infusion, que ce soit en plante fraîche ou en plante sèche, ça va être vraiment une panacée pour soutenir tout le système. Et un peu de poivre en grain? Non. Hein? Toutes les personnes qui sont en dépression ont peu ou prou des difficultés de fonctionnement de leur foie. Alors c'est pour ça que je vous ai concocté un petit cocktail de plantes qui serait particulièrement indiqué pour les personnes qui traversent ces moments de grande difficulté. Et dans ce cocktail de plantes, je vais commencer par un mélange que j'aime particulièrement parce que je suis quelqu'un qui est sensible du foie. Moi, les points faibles, c'est le foie et les poumons. Et le mélange hépato, pour moi, quand il est arrivé, je l'ai testé immédiatement et j'ai été très impressionné par son efficacité. Le mélange hépato qui contient les classiques, hein, curcuma, chardon-marie, artichaut, bardane, qu'est-ce qu'il y a d'autre, philanthus aussi dedans. Dans les cas de dépression, très souvent le foie est paresseux. Avec ce mélange de plantes qui, je vous le rappelle, contient l'intégralité des principes actifs des plantes en mode concentré, ce qui est vraiment exceptionnel. Je ne connais aucun autre complément de plantes qui propose ça. Bien, avec ce mélange, on va répondre à cet engorgement du foie et ça peut commencer à débloquer la situation. À côté de ça, moi, je prends toujours le mélange Adreno 1, hein. Ce mélange-là a pour but de soutenir le fonctionnement des glandes surrénales, c'est-à-dire les deux glandes qui chapeautent, qui sont au-dessus des reins. Dire, mais t'es fou là, tu vas forcer les gens à se régénérer. Eh ben oui, parce que je fais le pari qu'ensuite ils me remercieront.
Parce que de toute façon, ils étaient dans un état d'aveuglement qui faisait qu'ils étaient dans un état de zombie, qu'ils étaient en train de se faire pomper littéralement la vie. Moi, je postule ça. Je postule ça et je postule effectivement des périodes d'isolement, enfin en tout cas de training intensif, on va dire, dans lequel tu mets la personne au vert, tu la fais marcher pieds nus dehors, tu lui fais manger quelque chose qui est bon pour son corps, tu la fais travailler la terre, tu la fais courir en montagne un petit peu et tu vas voir que ça va cracher. Et au bout de 10 jours, mais en 10 jours, tu changes une vie. J'ai envie aujourd'hui de vous présenter des béquilles. Des béquilles quand il n'y a pas assez de sang qui arrive à la tête. Qu'est-ce qu'on peut faire quand il n'y a pas assez de sang qui arrive à la tête en attendant que le terrain se restaure? Alors, la première approche, elle est par les plantes médicinales. J'en ai amené 3 là, de chez ABC de la Nature. Alors le premier sur lequel je voulais insister, c'est le mélange cerveau et système nerveux. Ce mélange pour moi, il est extraordinaire parce qu'il contient 2 plantes majeures pour la microcirculation cérébrale. C'est le ginkgo biloba et le gotu-kola. On a rajouté à cela de l'astragale et de l'éleutérocoque, qui sont 2 plantes adaptogènes qu'on peut retrouver dans le mélange surrénal que je vais présenter ensuite. Il aide la circulation dans les micro-canaux cérébraux et c'est certainement l'une des meilleures réponses, on va dire, phytothérapiques à ces situations de dépression et de défaut de vascularisation du lobe frontal et de tout le système nerveux en général. Toutes les affections de type cognitif répondent fort favorablement à l'utilisation de ce mélange de plantes que j'utiliserai pendant des mois, le temps que la fonction se rétablisse. Il n'y a pas de risque de surdosage. Ce sont des plantes, l'astragale, la Centella asiatica, le gotu-kola, le l'éleutérocoque et le ginkgo biloba qui ne sont pas toxiques à haute dose. L'élixir du docteur Doxey qui vous rendra instantanément et infailliblement vos forces et votre jeunesse. Pour accompagner cette petite présentation, j'ai pris quand même quelques références, histoire de m'appuyer sur d'autres, qu'on n'ait pas l'impression que c'est de l'espèce d'élucubration mentale. Et après, il y a des pratiques corporelles. Alors je vous invite à me suivre pour qu'on voit un petit peu ce qu'on peut faire selon votre niveau de pratique. On va passer par la planche inclinée, la table à inversion et puis les positions inclinées en yoga qui sont relativement faciles à faire, qui s'apprennent assez rapidement et qui permettent de vraiment ramener du sang frais au niveau du cerveau. Voilà, première position pour ramener du sang à la tête, extrêmement efficace. Si vous restez comme ça 4-5 minutes, vous allez voir l'effet et au niveau des pensées, de la clarté mentale, c'est quelque chose d'assez fabuleux. Alors, autre technique pour ramener du sang à la tête, technique fabuleuse, tout simplement, on est calé par les pieds, on peut se mettre les mains comme ça, là on joue vraiment à la chauve-souris, parce que ça fait du bien. Dernière option, simple, alors certainement moins efficace dans l'absolu que la table à inversion, mais là, bricoler maison, la planche inclinée sur une petite table basse. Alors bon, il faut bien sûr pas prendre un angle trop fort, mais sur une petite table basse comme ça, une planche un peu renforcée, je vous montrerai après, et hop, on s'installe comme ça, voilà. Alors là, l'avantage c'est qu'on peut y rester pendant longtemps, toujours le même but, ramener du sang dans ce fameux lobe frontal, histoire que ça fonctionne un petit peu mieux par ici. Et c'est comme ça qu'on a pu faire jeûner des schizophrènes pendant 3 semaines en Russie et qu'au bout de 3 semaines, 100% des schizophrènes qui étaient présents dans cette clinique ne présentaient plus de troubles psychiatriques. C'est pour ça que moi j'ai vu des dizaines et des dizaines de personnes qui étaient atteintes de dépression, qui étaient atteintes de troubles du comportement obsessionnel et ainsi de suite, pratiquer régulièrement le jeûne et à la fin du jeûne avoir une amélioration sinon totale, majeure au moins de leur comportement. Je vais encore faire un petit truc jeûne et cancer rapidement et tout, mais on va en parler rapidement parce que là c'est bon quoi. Je crois que vous avez compris le principe, c'est tout peut être résolu. J'aurais dû être vendeur de foire, je ne le suis pas devenu, mais tout peut être résolu par le jeûne. En tout cas, si ça n'est pas résolu par le jeûne, il n'y a rien qui peut le résoudre. Ça, je peux vous l'assurer. Quand on me dit oui, ça marche pas, je dis à la personne, mais tu as fait combien de temps? Qu'est-ce que tu as essayé? Comment tu as essayé? Moi, je sais comment fonctionne le corps humain, donc je me dis, mais ça ne peut pas ne pas marcher. Ça paraît, quand je dis ça, les gens me disent, mais il est complètement fou d'avoir autant d'assurance. En même temps, quand tu comprends comment fonctionne le corps, c'est un peu comme un mécanicien qui sait comment fonctionne une voiture. Une fois qu'il va l'avoir réparée au niveau du moteur, il sait très bien qu'elle va démarrer. Bien sûr. Il ne se pose pas de problème, il comprend comment elle fonctionne. Il comprend, oui, bien sûr. C'est le principe avec le corps. À partir du moment où on sait comment il fonctionne, on sait ce qui se passe. Bien évidemment, tout cela n'a jamais démontré la moindre efficacité sur le traitement de la dépression ou de la schizophrénie. Mais visiblement, donner de faux espoirs aux gens ne lui suffit pas. Il va plus loin,
en dénigrant suffisamment le suivi médical de ces troubles pour éloigner les gens de leur traitement. Bonjour, mon fils souffre de schizophrénie depuis plus de 10 ans et on lui donne des médicaments qui, j'en suis sûr, ne le font pas du bien au corps. Il y a des risques. Je connais un petit peu les médicaments pour la schizophrénie. C'est pas du bisounours. Et finalement, il en est prisonnier. Je suis d'accord. Pas de guérison possible. Tiens donc. Peut-on faire quelque chose d'autre que les hospitalisations obligatoires et ces fameuses injonctions? Bah ouais, on peut faire autre chose. Tu me dis, qui plus est, que tu souffres d'une dépression. Donc si tu souffres d'une dépression, pareil, état de toxicité particulièrement du côlon transverse. Donc moi, j'irai pas voir ailleurs, nettoyer le côlon. Et c'est certain que tu vas avoir des sacrées améliorations. Donc moi, j'irai pas voir ailleurs. Et donc, dans ton cas, Marine, il y a certainement énormément de faiblesses, déminéralisation forte, si tu as beaucoup de frilosité. Donc j'imagine que tu ne dois pas être obèse, j'imagine que tu aurais un tout petit gabarit, sous-vital, dépression. C'est les glandes surrénales qui sont épuisées. Donc il faut prendre le temps de les régénérer, des fruits, du repos, de la respiration, de l'exposition solaire. Tu peux éviter la viande, tu n'as vraiment pas besoin là pour le coup. Et puis travailler doucement ça, rajouter des jus, reminéraliser tout ce corps, réapporter ça, tout ça progressivement, et faire en sorte que ça redémarre, et prendre le temps pour ça. Vraiment, il n'y a rien d'autre à faire. C'est fantastique, tu as pris la bonne direction. Tu as vraiment pris la bonne direction, il n'y a rien d'autre à faire. Je pense que nous sommes une société qui a très mal compris, en tout cas au niveau de la médecine conventionnelle, qui a très mal compris la fatigue chronique. Pourquoi? Parce qu'elle ne l'a pas vu venir. C'est-à-dire que l'enseignement qui est fait en faculté de médecine n'a pas inclus le phénomène du burn-out et de la fatigue chronique. Alors t'expliquer pourquoi exactement, qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau, personne n'en sait rien. Mais de toute façon, les médecins eux-mêmes n'en savent strictement rien, parce que les médicaments qu'ils prescrivent, ce sont des camisoles chimiques, mais en aucun cas ça ne règle rien du tout. Ils n'y comprennent pas plus que nous, parce que personne n'y comprend rien à ces phénomènes-là. Dans leur profession de foi, en début de site, ils disent l'addiction, alors je traduis, l'addiction est une maladie, un désordre du cerveau, alors qu'il n'y a aucun désordre neurochimique au niveau du cerveau. Alors on va me trouver un peu radical dans l'approche, mais je dirais qu'un des meilleurs conseils dans ces moments-là, c'est de s'éloigner le plus possible de groupes de soutien ou de personnes partageant la même difficulté. Tant que ce sont des groupes de personnes qui se croient malades et impuissantes, pour moi, il faut s'en barrer. Je vais vous donner un bon conseil, un rapide conseil. N'allez jamais chez un psychiatre. Il faut bien comprendre. Tu ne peux pas demander à un système qui s'enrichit sur la maladie psychiatrique, et je veux dire, tiroir caisse, c'est à fond, hein, les Prozac, les Apranax, les Fluvi, les choses comme ça. Enfin, ça y va, le cacheton. Hein. Tu ne peux pas demander à un système qui est financé par la maladie psychiatrique de promouvoir une méthode qui affranchit les gens de la maladie psychiatrique. C'est juste pas possible. Il va falloir chercher par toi. Il faut bien comprendre que la psychiatrie n'apporte aucune solution. C'est pour ça qu'on peut se permettre, et vous allez voir, je vais vous donner des arguments qui sont quand même forts, on peut se permettre d'aller chercher ailleurs, puisque la psychiatrie n'a jamais guéri personne. Donc, on va proposer une autre approche. Une autre approche parce que ce qui se passe dans le domaine de la psychiatrie est juste catastrophique. Ce sont des individus qui sont sacrifiés. Une fois que tu es rentré dans le circuit de la psychiatrie, tu es de la chair à canon pour le système psychiatrique. Le plus génial, c'est que ça ne marche pas. Je veux dire, combien d'entre vous ont déjà expérimenté de la dépression et se sont rendus compte que les antidépresseurs ne marchaient pas? Je vais voir s'il y en a qui témoignent de ça. Pourtant, pour les personnes atteintes de dépression ou de schizophrénie, abandonner leur suivi ou leur traitement est le meilleur moyen de provoquer des crises aiguës, des crises pouvant être dramatiques et se soldant parfois sur des tentatives de suicide. Rappelons que près de 70% des personnes qui décèdent par suicide souffraient d'une dépression, le plus souvent non diagnostiquée ou non traitée. Chez les personnes atteintes de dépression, le risque de suicide est 30 fois supérieur à celui de la population générale. Le suicide est aussi la première cause de mortalité chez les patients souffrant de schizophrénie. 10 à 13% d'entre eux se suicident et environ 20 à 40% font des tentatives de suicide. Pourtant, quand des personnes désespérées, exprimant des envies suicidaires, l'appellent à l'aide, on ne peut pas vraiment dire que l'empathie soit sa plus grande qualité.
Bonjour, je m'appelle Marie, j'ai 24 ans, j'ai beaucoup de mal à supporter une rupture amoureuse qui s'avère être la première. Je suis resté 5 ans avec cette personne et que ce soit avec lui ou les gens qui m'entourent en général, je m'investis beaucoup émotionnellement parlant, d'où ma grande déception aujourd'hui. Je pense être très sensible au gluten et produits laitiers, ça fait maintenant 8 mois que je n'en mange plus au quotidien, seulement pendant mes craquages qui se répètent trop souvent à mon goût, bien souvent tous les 4 ou 5 jours d'alimentation crue ou saine. J'aurais aimé en savoir un peu plus sur les conséquences de l'alimentation, le gluten particulièrement sur le psychisme. Dépression, le gluten est un neurotoxique majeur. Car je suis vraiment dans un état dépressif à cause de ma rupture et certains soirs j'en viens à avoir des pensées suicidaires. J'en viens à avoir des pensées suicidaires et le gluten y est pour beaucoup. C'est juste pas normal, d'avoir une rupture amoureuse et d'en être au bord du suicide. C'est juste pas normal. Le gluten accentue ton mal-être totalement. Ce qu'il faut, c'est que tu t'imposes strictement, quels que soient les craquages que tu vas faire, de faire du zéro gluten. Tu te poses des contraintes comme ça. Zéro gluten, zéro produit laitier. Tu craques si tu veux, zéro gluten, zéro produit laitier. Zéro. Pas du tout. Je me doute que le gluten n'est pas la cause de tout, détrompe-toi. C'est normal qu'une rupture amoureuse soit douloureuse. Non, c'est pas normal. Mais cela peut-il accentuer le développement des mauvaises émotions? Non, une rupture amoureuse. Une rupture amoureuse, c'est chacun sa route, chacun son chemin. Passe le message à ton voisin. Je vois pas pourquoi ça rendrait triste. Une relation amoureuse, c'est ça. Boum, boum. Qui marche côte à côte. Et qui marche côte à côte tout le temps. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait une rupture amoureuse. Quand on aime quelqu'un, je ne vois pas pourquoi on devrait cesser de l'aimer. Toute relation amoureuse est une relation amoureuse à vie. Le problème, c'est que la plupart des relations que nous avons ne sont pas des relations amoureuses. Ce sont des relations de dépendance, ce sont des relations sexuelles, ce ne sont pas des relations amoureuses. Toute relation amoureuse dure à vie. C'est juste ça. Parce que quand on aime une personne, on l'aime. On l'aime, c'est tout. On s'en fout de savoir ce qu'elle vit, ce qu'on vit. On l'aime. Donc, nos relations amoureuses n'en sont pas, et c'est pour ça qu'elles nous rendent tristes. Elles nous rendent tristes pourquoi? Parce qu'on a perdu sa béquille. C'est tout. Désolé, j'envoie du gros et du lourd, mais c'est la vérité. Et puis on se dit, c'est comme ça va, ça vient. Puis au besoin, on va te chercher les blessures de l'enfance, on va te chercher les difficultés que tu as eues à telle ou telle époque. Ok, moi ce que je vais te dire par là, c'est que je l'ai vu, je l'ai expérimenté la chose, je l'ai vu chez des amis. Une même blessure, allez, de l'enfance. Si tu as un régime de normaux mangeurs, ça fait ça de douleur. Tu coupes le gluten et les produits laitiers, ça fait ça de douleur. Tu passes au cru, ça fait ça de douleur. Tu te mets à jeûner, ça fait ça de douleur. Pourquoi? Parce que toutes ces informations, toutes ces mémoires, elles s'impriment sur un terrain. On avait oublié que la pensée, elle était essentiellement cellulaire. Et qu'un terrain perturbé, ça donne des effets de Larsen, de multiplication, d'amplification outrancière, de ce qui est une information qui en elle-même est anodine. Excitation, colère, emprise du mental, pensée suicidaire, dépression importante, ça normalement en 2-3 semaines ça devrait dégager. Si ça n'a pas dégagé en 2-3 semaines, c'est qu'il y a une forte endotoxémie, c'est-à-dire que il y a vraiment les bactéries présentes à l'intérieur de l'intestin qui produisent elles-mêmes des produits toxiques, et donc à ce moment-là il faut vraiment accélérer le nettoyage intestinal, au besoin prescrire une purge. Une purge. Mais ouais, force est de constater, j'en ai déjà parlé, j'ai déjà dit que je n'aimais pas le ricin en interne. Force est de constater qu'en tant que purge, pour les périodes, les états, on va dire, les états de décompensation schizoïde ou des choses comme ça, ça peut avoir un intérêt, très ponctuellement, c'est une purge. Je décris aujourd'hui pour mon amie qui souffre depuis toujours d'un mal-être constant. Elle ne se sent pas épanouie, elle n'est jamais sereine, elle voit le négatif dans tout, ça s'empire de mois en mois, elle ne trouve pas de solution, si bien qu'elle me parle de temps en temps du suicide. Qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller? Plantes, par quoi démarrer? J'ai du mal à lui parler de cru, elle y est diététicienne de métier, et donc fort sur les principes du repas complet, tel qu'on lui a appris à l'école. Ça c'est embêtant, Bonjour, mon fils de 18 ans, année du bac, s'enfonce dans la dépression car il est dans une filière qu'il déteste et il voit l'avenir en noir. Il ne mange aucun fruit et légumes, sauf bananes et tomates, c'est toujours pas mal. Il s'empoisonne jour après jour avec la nourriture, uniquement produits laitiers, céréales, sucre, fast-food, etc. Ses analyses de sang montrent qu'il est à la limite d'une hyperthyroïdie et il prend du Xanax, un le soir, mais il veut en prendre aussi dans la journée. A de la diarrhée en permanence et très maigre, je ne sais plus quoi faire, merci de votre aide. Ouais, mais c'est ça la réussite de l'Occident.
Sous la plupart des vidéos abordant ces sujets, les commentaires sont fermés. Mais sous 2 vidéos, l'espace commentaire est resté ouvert. Et c'est proprement édifiant. Énormément d'appels à l'aide sont restés lettres mortes, et des appels venant de gens visiblement désespérés. Des gens à qui il ne sera jamais conseillé de voir un psy pour un suivi adéquat. Les rares fois où Thierry Casasnovas répond, c'est pour inviter la personne à poursuivre la consultation en privé, à l'abri des regards. Je vous laisse imaginer ce qu'il a pu conseiller aux gens dans l'intimité d'un échange d'emails. Il a aussi répondu à une personne visiblement au bout du rouleau avec des métaphores très surprenantes. Mais il y a encore plus inquiétant, comme des personnes malades qui disent se lancer sans avis médical dans l'application des recommandations de Thierry Casasnovas, et qui, sous la pression des autres internautes qui les incitent à arrêter leur traitement médicamenteux, se mettent en danger. Il y a 2 ans, ce monsieur X a laissé ce commentaire, dans lequel il dit placer sa confiance dans cette méthode plutôt que dans l'hôpital psychiatrique. Il a donné lieu à plus d'une centaine d'échanges pendant de longs mois. Le premier à avoir répondu, c'est Thierry Casasnovas lui-même. Régulièrement, cette personne fait le compte-rendu de son expérimentation. Dès le début, il dit avoir du mal à arrêter les médicaments, il parle de la mort, il a peur que ses parents l'enterrent ou viennent le voir à l'hôpital psychiatrique. Les autres internautes l'encouragent, lui recommandent de renoncer à ses traitements médicamenteux. Ces commentaires soulignent un état très instable, une importante paranoïa et des crises aiguës de schizophrénie. On lui recommande d'avoir recours à un chaman. On lui met la pression en lui disant qu'il donne de l'espoir à beaucoup d'autres personnes. Ce monsieur X se confie, raconte ses journées, l'importance des vidéos de Thierry dans son quotidien. Une personne le met en garde que s'il suit ses conseils, il sera seul responsable s'il lui arrivait quelque chose. Les messages deviennent de plus en plus inquiétants.
il parle d'une extrême confusion. Tout au long de ces interminables échanges, jamais Thierry Casasnovas ou l'un de ses modérateurs ne sera intervenu pour recommander à cette personne de consulter un médecin. Il dit qu'il est dans un chaos infernal et qu'il n'a que le lâcher-prise comme solution. Quand on lui demande s'il a touché le fond, il répond « Il n'y a pas de fond, juste une limite, la mort ». Encore une fois, en dessous, on lui recommande d'arrêter le Xanax. Il précise être dans un état de confusion jamais atteint, ne comprend pas pourquoi. Et voici son tout dernier commentaire. HP pour hôpital psychiatrique. Il ne donnera plus aucune nouvelle, plus aucun signe de vie. Tous les messages l'invitant à donner de ses nouvelles resteront sans réponse. Il est impossible de savoir ce qui est arrivé à Monsieur X. En revanche, on peut estimer que si d'autres personnes atteintes de dépression ou de schizophrénie ont appliqué les recommandations de Thierry Casasnovas, les conséquences ont pu être dramatiques. L'affaiblissement physique causé par le jeûne, les crises provoquées par l'arrêt des traitements, le sentiment de culpabilité déclenché par son discours, la paranoïa, renforcée par la peur du gluten, des ondes électromagnétiques, tout ça a pu conduire des gens au pire. Il suffit de l'écouter pour voir que Thierry Casasnovas ne comprend pas ces troubles. Pourtant, il s'estime suffisamment compétent pour poser un diagnostic, établir un protocole, proposer des remèdes à base de plantes et de planches inclinées. Et par là même éloigner les gens de leur suivi médical. Loin de moi l'idée de dire que la psychiatrie est irréprochable et qu'on connaît parfaitement l'origine et les mécanismes physiologiques et psychiques derrière ces troubles. Il y aurait bien sûr énormément à dire sur la gestion de ces affections, sur l'utilisation massive d'antidépresseurs, sur les violences en milieu psychiatrique. Ces critiques doivent être menées pour améliorer nos pratiques, mais en aucun cas utilisées comme une arme de persuasion par des vendeurs de remèdes miracles et de thérapies alternatives inefficaces. Des marchands qui s'improvisent spécialistes et qui s'engouffrent dans les failles de notre système de santé afin d'instrumentaliser nos peurs pour ensuite nous offrir un mensonge rassurant mais dangereux.